Bienvenue au Polyséco, l'épisode sur l'actualité au 31 mai 2026, enregistré le 2 juin 2026. J'ai eu un petit peu de difficulté à rejoindre les deux bouts, mais c'est quand même pas si pire avec le transport et tout. Mais bref, je prends un moment dans ma chambre d'hôtel pour passer à travers ça et puis tester de nouvelles façons d'enregistrer en itinérance. Voir si je suis capable d'obtenir la qualité sans avoir à traîner mon gros équipement qui est très très complexe. Fait que bref, ça sera un test. Je vais voir à la sortie de l'enregistrement le résultat que ça donne et si c'est concluant et si je continue. Et si le son demeure stable aussi, c'est une des questions. Bref, shameless plug cette semaine, d'où mon déplacement, le stick à Rennes. Très très hâte, là, je suis vraiment un enfant qui découvre un nouveau jouet, une nouvelle place. J'ai très très hâte. Là, j'ai allé prendre des pintes avec Guillaume qui m'a encore plus mis des étoiles dans les yeux. Ça un peu. J'ai très très hâte. Fait que ça, c'est cette semaine. Je me déplace à Rennes demain. Sinon, 24-25 juin, Troopers en Allemagne, 26-27 le Hack à Paris. Et 30 juin au 2 juillet, ce que je ne considère pas comme événement, Pass the Salt à Lille, à laquelle je vais être probablement, là, les trois que j'ai nommés là, je vais probablement y aller, c'est pas mal en train de se confirmer. 19 septembre, Bissell à Montréal, le 20-26 septembre, le BrewCon à Bruxelles, que je viens d'ajouter, puis j'avais oublié, j'étais un peu lax sur mes choses. 13 novembre, le DEFCON à travers le monde, mais notamment à Montréal à cause de M. Saunier lui-même, le très généreux M. Saunier. 16 au 19 novembre, le Robin Cyber Week, le 1er au 3 décembre, Forum Cyber. À Ottawa, le 24 et 25 février, le Secure, qui revient comme ça, puis on a plein de choses en cours de préparation. Les nouvelles, commencer par l'intelligence artificielle, comme toujours. Meta est revenu dans l'actualité pour différentes raisons. Un, parce qu'Anthropic a commencé à annoncer qu'elle allait commencer à rendre public des versions peut-être diminuées, mais quand même des versions qui sont basées sur le modèle Meta, ce qui était entraîné qui fait tant de bruit médiatique. Donc, ça va être intéressant de le voir apparaître dans l'espace plus public et de voir à quel point il est vraiment meilleur que Opus 4.6, 7 ou 8 qui sont maintenant disponibles. Mais maintenant, ce qu'on remarque plus dans les modèles, c'est pas de grandes avancées, mais c'est vraiment de tout l'enrobage autour du modèle qui s'améliore. Donc, incidemment, ce qu'on va voir, mais c'est très intéressant. Ça a quand même des avancées. On va voir ce que ça donne. Dans aussi ce qui concerne Mythos, on aurait détecté 23 000 vulnérabilités dans plus de 1000 projets open source. Ça aussi, c'est très intéressant, mais c'est aussi très angoissant de savoir que ces projets-là vont être beaucoup plus vulnérables à ces techniques-là, parce que Mythos est capable d'accéder au code et donc de l'analyser. Par ailleurs, les logiciels propriétaires ou fermés ne sont pas exempts de problème. Juste savoir comment dans les derniers CTF, les MCP pour du reverse engineering sont très efficaces. Donc, on est capable de revenir avec ça. Fait que, bref, ça change la dynamique. Je reviens souvent là-dessus. L'important, c'est pas autant Mythos que le changement de paradigme dans lequel on affronte. Et donc, on va falloir changer notre façon d'appliquer les vulnérabilités, de protéger nos systèmes, de designer. Puis je pense qu'il y a des réflexions profondes, un peu comme dans les conversations que j'ai avec Nicolas Bédard, sur comment on architecture nos systèmes, justement pour se prémunir contre un attaquant inlassable comme peut l'être un Mythos ou peu importe les technologies qu'on a devant nous. Effet de ras-le-bol de l'IA, il y a de plus en plus de mouvements négatifs ou de manifestations négatives face à l'intelligence artificielle, au point où les services de renseignement américains ont commencé à flaguer des groupes avec une nature terroriste, si on veut, avec cette façon de manifester négativement face à l'intelligence artificielle. Donc, c'est très intéressant de voir ces mouvements-là. On le voit, c'était prévisible en quelque sorte que le changement qui était apporté allait amener ce genre de choses-là. Mais bref, nous allons voir d'autres mouvements peut-être de contraires à l'usage du IA. Et de toute façon, les grandes compagnies sont en train de se rendre compte qu'ils ont brûlé leur budget. Puis, bref, on va bon, il revient pas, je pense, mais ont-ils brûlé leur budget? Les mains coûtent moins cher que l'IA. Fait que, bref, on s'en va vers d'autres types d'actions. C'est tout à fait fascinant qu'on, devant nos yeux, on participe à cette espèce d'expérimentation-là qui est tout à fait particulière. L'autre nouvelle de cette sous-section-là, un programmeur un peu tanné du vibe coding
va cacher des produits propres injection dans son code qui mènent à la destruction de certaines autres choses. Bon, ouais, la destruction, c'est peut-être un peu extrême, ça peut être faire un peu plus de graffiti ou juste de le marqueur aurait été suffisant, mais bon, bref, c'est l'état où le sentiment est très, très puissant sur le désagrément que ça cause chez de plus en plus de gens, l'usage de l'intelligence artificielle, comme c'est fait de façon non contrôlée. Bref, autre sous-section, le problème qui est rencontré avec l'intelligence artificielle sur le fait qu'il est peu fiable, il est menteur en quelque sorte. Il va croire des énoncés faux, même si on l'avertit. Donc, on voit que les modèles, même si avec la couche de préparation, le modèle d'inférence n'est pas capable de différencier le vrai du faux, il fait juste processer mathématiquement ce qui lui est présenté. Donc, c'est très, très particulier ce qu'on voit avec ce type de développement-là. Et aussi, on voit au niveau des sciences le fait que l'intelligence artificielle ne sera pas capable de se dédire s'il a déjà énoncé dans une direction, ou de faire des corrections comme on voit naturellement, tranquillement, mais ça va regarder en sens contraire s'il y a des nouvelles preuves anciennes, dans le fond, donc c'est le principe scientifique, par la démonstration de la non-fonctionnement. Donc, on est dans un contexte très difficile, donc très peu probable d'utiliser en sciences. Et dernière nouvelle de cette session par Kevin Beaumont, qui essentiellement a démontré que comme l'intelligence artificielle s'approvisionne de Reddit beaucoup, va reprendre les folies qui sont dans Reddit. Donc, on est capable d'injecter de fausses croyances dans l'intelligence artificielle que par de mauvaises publications sur Reddit. Et on l'avait déjà vu dans certains autres éléments où le fait que l'Australie n'existe pas, ou ben, il y a d'autres éléments. Donc, on est vraiment dans un contexte où la source d'approvisionnement est peu fiable. Et donc, de faire entraîner un modèle sur ces données-là, ben, ça va donner des drôles de situations. Puis ça va peut-être donner aussi favoriser les chambres d'écho qu'on va retrouver dans l'intelligence artificielle, ce qui est un peu problématique. Donc, on est encore dans une phase très expérimentale de cette technologie-là. Anthropic a sorti des éléments supplémentaires pour augmenter la sécurité, autant un plugin gratuit pour Cloud Code, pour détecter les vulnérabilités, pour améliorer la qualité du code et d'améliorer la qualité de tout ce qui entoure ça. Donc, c'est pas une mauvaise idée. De toute façon, on ne va pas se leurrer. Ça va devenir assez persistant, cette technologie-là, mais en avoir une technologie qui est plus mature et dans laquelle on peut faire confiance un peu plus, les yeux fermés, c'est pas mal non plus. Dernière sous-section, toutes les affaires de euh, protection qui sont mises en place dans les systèmes de open weight, par exemple, sont faciles à contourner, à tourner. C'est assez facile à jailbreaker les différents modèles. Les analyses et les papiers scientifiques, ceux-ci, par exemple, il y a des solutions qui sont amenées à la fin que je vais vous laisser l'opportunité d'aller là, mais il y a quand même des regards là-dessus euh, très transcendants, donc de regarder comment ça fonctionne et justement de nous amener dans une zone ailleurs. Et essentiellement, il est très difficile de cadrer l'usage de l'intelligence artificielle dans un contexte où il y a une sécurité, où il y a une perception dans laquelle on fonctionne dans un événement de sécurité où on va protéger ou ainsi de suite. Donc, c'est vraiment très difficile de naviguer là-dedans. Fin des sous-sections, plus des nouvelles plus générales et en vrac. Des millions d'agents AI sont en péril parce que des librairies open source sont vulnérables. En même temps, le code, le AI rend les choses vulnérables. Donc, c'est comme un cirque, c'est comme un serpent qui se mange la queue, fait que c'est un peu particulier, mais quand même un regard là-dessus qui est très important. The Pressure par Simon Willison, très intéressant, parce un des ténors en IA, et justement le fait que la pression est mise, c'est l'exemple qui parle de curl, par exemple, puis il y a beaucoup d'informations, tout et son contraire par rapport à la curl notamment, considérant que, bref, le code est quand même assez robuste. Il n'y a pas eu, la dernière vulnérabilité critique a été découverte en 2023, l'IA trouve que des vulnérabilités de faible importance, qui peut-être combinées peuvent être peut augmenter plus haut que ça. Mais il demeure que c'est quand même des vulnérabilités de faible importance, mais ça met beaucoup, beaucoup de pression sur les développeurs qui ont de moins en moins de temps pour réussir à faire quelque chose. Donc, on est dans un contexte où je ne suis pas tant convaincu qu'on va améliorer la qualité du code dans lequel on construit nos infrastructures. C'est peut-être la fin de l'âge de l'open source, souvent, au sens où le AI va avoir fini par gâcher ce qui était avec ça, ce que le gars a fini par polluer la source. On verra ce que ça donne. Ça me rend un peu tristounet parce que l'open source a toujours été une base très importante de notre société.
le retour à la communauté, la façon de faire fonctionner, que les pièces d'infrastructure majeures sont quand même de cette nature-là, mais en même temps, il faut vivre. Fait que donc, bref, on est dans un contexte un peu comme ça. Puis c'est pas sans rappeler la conversation que j'ai eue cet après-midi même avec Guillaume sur justement Nessus, qui était à tous ses débuts open source, un peu croche, et à laquelle a donné naissance à Tenable plus tard pour réussir à gagner un salaire décent de ces avancées technologiques là, qui sont très importantes, mais qui quand même nécessitent qu'on puisse manger correctement et de ça. Fait que bref, on est un peu dans ça. Fait que les choses ont changé. J'ai un peu tristouné. J'espère que ça ne détruira pas ce qui est très important dans l'ensemble de la technologie qu'on a. Autre recherche sur le fait que c'est très difficile de désapprendre au modèle de l'LM ce qu'il a déjà appris. Donc, même si les premiers travaux démontrent qu'on sont capables de faire, qu'on est capable de désapprendre certaines choses, il demeure que malgré ça, il y a des façons encore existantes de retrouver cette connaissance-là. Donc, il ne la désapprend pas encore tout à fait, les modèles. Donc, on est dans un contexte où ça va être difficile de retirer de la connaissance qu'on ne veut pas ou nettoyer un modèle qui aurait été pollué en cours de chemin. Donc, on est dans un environnement très difficile, puis un peu comme un humain aussi, j'imagine. Je j'ai pas vu d'élément corroboratif, mais ça va être intéressant de voir. Euh, les hackers utilisent ChatGPT pour construire des sites web de plus en plus crédibles pour faire diriger les gens, ce qui est pas étonnant. OpenAI offre un modèle de filtrage de privacy anglophone, malheureusement, mais quand même qui roule en local, qui permet de filtrer les données avant qu'ils soient envoyés. Donc, on est dans un contexte où on est capable de nettoyer. J'avais vu les mêmes éléments chez Gemini il y a quelques années quand je suis allé à Google Next. Dans la nouvelle section IA, il y a Microsoft Copilot Cowork qui est capable d'exfiltrer des données. Rien d'étonnant dans ce contexte-ci. Ça demeure le fait qu'il n'y a pas de balise, l'IA est peu contrôlée, contrôlable. Donc, ça nous donne des situations qui sont un peu comme celle-là, qui ne devraient pas étonner les gens, même si on est juste encore comme étant très étonné par rapport à ce qui se passe. Bref, autre section, la guerre. L'Internet est en train de revenir en Iran. Là, j'ai mis deux nouvelles dans les show notes. Une qui est un peu plus vaste, l'autre peut-être un peu plus précise, où c'est un ordre du président. Par ailleurs, j'ai l'impression que ce délai-là de 3 mois de blackout a été une occasion pour le régime en place de déployer des mesures de filtrage qui sont aussi efficaces que ceux de la Chine et ceux de la Russie, c'est-à-dire une capacité de voir ce qui se passe, d'être capable de filtrer ce que les gens voient vraiment et d'être capable de repérer les gens qui sont dissidents par rapport au régime en place. Ce qui n'est pas une très bonne chose pour les droits de l'homme. C'est ce qu'on peut voir en Chine et en Russie par ailleurs. Donc, ça va être à voir. Les nouvelles ne le disent pas à ce moment-ci. J'imagine que ça va sortir ou apparaître dans les prochains jours, prochaines semaines. Il y aura peut-être un follow-up sur cette nouvelle-là, de voir si l'Iran a complètement basculé dans un univers comme la Chine ou comme la Russie, où toute l'information est plus contrôlée. Ce qui est aux antipodes de l'objectif d'Internet et de ma vision de ce que c'était les années 90. Bref. Musk dit que l'armée américaine qui utilise des drones suicidaires est en violation avec les règles de SpaceX. Il y a comme un peu d'ambiguïté et un peu de changement dans les règles de différents éléments de communication satellite. Il y a d'autres systèmes qui sont autorisés pour l'usage militaire. SpaceX ne l'est pas. En tout cas, bref, Starlink ne l'est pas. Donc, c'est de voir comment ces éléments-là, mais il ne faut pas se cacher que les satellites de basse altitude sont énormément utilisés dans un contexte militaire, on l'a vu, notamment en Ukraine. Et d'ailleurs, les brouillages sont justement des conséquences de l'usage de ça, donc de trouver, maintenant, on utilise des fibres optiques. Bref, il y a plusieurs approches à cette technologie-là. Donc, on va voir comment ça se fait. Puis en parlant de Starlink, c'est pas sans rappeler que l'Europe a déployé son propre réseau de GPS maintenant aussi, un peu de s'affranchir des Américains. Donc, plus que tu le sens, mieux c'est. C'est sûr que c'est beaucoup mieux l'interopérabilité, mais il demeure que la diversité nous amène dans un contexte où il n'y a personne qui peut avoir un contrôle absolu. Donc, on est dans un contexte où on a une diversité, c'est très bien, puis ça amène la compétition, ça amène une réduction des coûts, ça amène beaucoup de choses très, très positives, ça amène le meilleur dans l'humain, une saine compétition, donc ça, c'est une bonne chose. Euh, le chef spy des Britanniques mentionne que les Russes conduisent des opérations
régulière sur attaquer sur les fibres. Ça, par le CBN, en ce cas. Donc, avons plusieurs stratégies d'attaque qui se font justement contre le UK. C'est pas nouveau, c'est pas grand-chose, mais c'est bien de ramener ça dans l'espace public, dans la réflexion, pour s'assurer qu'on comprenne que la guerre, elle est réelle, que la guerre a une conséquence cyber maintenant et que les attaquants ne se gêneront pas. Donc, c'est important aussi pour nos PME, autant, je le dis en France et au Canada, mais dans l'ensemble de la francophonie, dans l'ensemble des puissances moyennes, de prendre ça conscience et d'agir en conséquence et d'aider nos PME à se protéger adéquatement contre les adversaires qui sont représentés dans ce cas-ci, avec qui on ne partage pas les mêmes valeurs et avec qui on a des différents armées dans certains cas. Dernière nouvelle à cette section-là, c'est le Pentagone se rend compte que maintenant, les ennemis sont capables de traquer les militaires dans le champ. C'est un peu fascinant cet élément-là, puis c'est un peu très américain de genre encourager les data brokers ou tout l'environnement de revendre des données personnelles à se rendre compte que finalement, ben, les attaquants ou les ennemis achètent les mêmes données qu'on accède ou qu'on donne à tout le monde. Donc, il y a comme une réflexion peut-être très profonde à avoir avec ça. Je pense qu'il y a eu quelques articles que j'ai vus, puis je pense qu'il va y en avoir d'autres cette semaine, réalisent de ça, mais en même temps, oui, il y a des mesures que l'armée doit prendre pour protéger son personnel. Tout à fait d'accord, donc pas l'usage de certains équipements, protection de ce nombre de choses. Donc, ça, c'est une chose. En même temps, on doit avoir une réflexion beaucoup plus profonde en tant que société sur la capacité de ciblage que les data brokers permettent maintenant et comment on peut venir détruire cette infrastructure-là. Puisque selon dans un contexte militaire, mais il y a d'autres facettes dans la vie civile qui présentent des aspects très, très compliqués d'avoir cette quantité ou cette précision-là de données. Il y en a plusieurs dans les dernières semaines qui en ont parlé. Je pense que ça serait de ramener ça et d'en parler parce que c'est vraiment une situation complexe dans laquelle on devrait, je pense, poser des vraies questions, désagréables, mais des vraies questions qui vont avec ça. Bref, section suivante, souveraineté. Juste une nouvelle, cette semaine, Microsoft aurait supposément fait fuiter des informations de personnes, j'ai Deutsch, mon cerveau n'est pas capable de traduire, bref, vers les États-Unis, selon certaines sources, sans sur tout ça. L'article n'est pas clair, en tout cas, bref, j'ai pas réussi à trouver la source, ou en tout cas, je l'ai pas bien lu, à savoir quelle structure légale a été utilisée. C'est sûr qu'il y en a qui se sont énervés tout de suite avec le Cloud Act, mais l'article ne parle pas de Cloud Act en l'occurrence, donc, en tout cas, ne laisse pas présager qu'il y a vraiment ça en arrière. Donc, ça serait intéressant de voir quel framework légal a été utilisé pour Microsoft faire ce genre de choses-là et de voir comment ça a comme conséquence. Parce que si Microsoft commence à faire ça au hasard, comme c'était le cas là, ben là, il y a des questions à se poser sur les allégeances de cette compagnie, donc la capacité qu'on peut lui faire confiance dans les autres pays que les États-Unis, à quel point il n'y aura pas des passe-droits sur des années qui sont faites et qui dépassent le framework. On sait que Microsoft, Google et Amazon se battent très fort contre le gouvernement américain pour pas qu'ils mettent la main dans le plat de bonbons. Mais il reste que c'est intéressant. Cette nouvelle-là, elle n'est pas assez concluante, mais quand même est un petit signal d'alarme de voir ce qu'il y en est. Et il y a eu pas si longtemps que ça, un Canadien qui a été visé par une loi de 1930 pour essayer de récupérer l'information. Donc, le gouvernement américain commence à être assez imaginatif, puis je suis pas sûr que c'est les outils légaux modernes ou les lois modernes qui sont utilisées pour arriver à leur fin. Fait que, bref, c'est d'être vigilant comme personne, comme société, à savoir que nos droits sont correctement protégés, qu'il n'y a pas d'exagération de la part des forces en place. La section suivante, le privacy. Aux États-Unis, il y a dans beaucoup d'autobus scolaires des caméras AI qui sont installées. Déjà, je trouve ça un peu creepy comme chose, ça m'agace. C'est pas sans rappeler la conversation que j'ai eue avec Cybercitoyen sur les caméras floc, justement dans des endroits un peu particuliers, notamment dans des gymnases ou dans des piscines, où les dirigeants de cette compagnie-là regardent des jeunes d'affaires du sport. Bref, c'est très creepy. Dans ce cas-ci, c'est qu'ils veulent aller pas, c'est un peu moins creepy, l'objectif, ben, en tout cas, moins creepy, c'est d'utiliser ces caméras-là pour lire les plaques d'immatriculation, donc d'être capable de tracer tout le monde partout à travers les États-Unis. Donc, c'est un peu particulier. Il y a tout cet appétit-là de surveillance qui est très, très fort chez l'exécutif, principalement. C'est pas sans rappeler que les législateurs ont commencé à vouloir voter des lois
pour contraindre ou limiter l'accès à ces informations-là, justement parce que il peut y avoir des abus de pouvoir. Je l'ai mentionné la semaine dernière, qui c'est pas le problème, c'est pas la surveillance elle-même, le problème, c'est que les humains qui sont en arrière ne sont pas nécessairement capables de résister à l'attrait de toute cette information-là, de faire des usages qu'on peut considérer déviants au sens de notre présomption de vie privée et ainsi de suite. Donc, c'est un peu le problème qu'on a avec ces systèmes-là. Article de recherche qui est capable de dédémiser, qui explique comment dédémiser les hiérarchies. Très intéressant, parce que même si on arrache les informations qui identifient la personne, le style d'écriture réussit essentiellement à retracer la personne avec un bon taux de succès. Donc, c'est à voir que le style d'écriture est souvent représentatif de la personne qui écrit. On est tout un peu comme ça. D'ailleurs, les gens me reconnaissent régulièrement de la façon que j'écris parce que elle est très particulière, la façon que j'écris, donc incidemment comme ça. Fait que là, avec des agents de modélisation, c'est encore plus facile. Peut-être trouver des structures, si les gens ne veulent pas se faire reconnaître, de trouver d'autres structures pour masquer ou aplanir les styles d'écriture qui pourraient divulguer les traces. Mais j'aime beaucoup les papiers de recherche, je en lis beaucoup ces temps-ci. Ça m'ouvre la perspective sur beaucoup d'autres choses. iOS 26 gèle mettant les appels FaceTime quand il détecte de la nudité. C'est particulier, c'est un peu, là, il y a deux facettes à ça. C'est sûr qu'il y a une recherche, puis c'est pas sans rappeler l'espèce de raté qu'il y a eu quelques années, dans lequel il voulait scanner le système en local et ainsi de suite, donc donner cette capacité-là de surveiller à des États, même si on le surveille localement sur la machine. Donc, c'est pas parce que le scan se fait localement que les données, les résultats ne peuvent pas remonter. Donc, c'est un peu sur la nature. Puis on ne peut pas considérer qu'Apple est un tiers de confiance au sens où il va nécessairement agir dans les meilleurs intérêts de ses clients, il va nécessairement agir dans les meilleurs intérêts corporatifs de ce qui l'anime essentiellement. Donc, de trouver ça dans les objets, c'est un peu perturbant. Et l'article lui-même, ce qui mène, puis ce que Corbin relate, et j'en suis entièrement d'accord, c'est qu'on commence comme ça avec la nudité. Et après ça, comment on va empêcher les États de mettre des mesures en place pour aller beaucoup plus loin dans la surveillance. Puis on va voir dans d'autres articles plus loin à quel point, justement, laisser la porte aux États de descendre peut venir causer des problèmes si c'est pas bien équilibré, si on veut. Certaines villes américaines mettent des sacs de poubelles sur les caméras flottes. On a parlé précédemment, justement, le côté invasif. Là, la semaine dernière, le fait qu'il y a des questions qui se posent de plein de petites choses. Et là, les villes savent plus quoi en faire. Fait que la façon, quand ils sont entre deux, ben, il a juste mis des sacs à poubelle pour les masquer pour le moment, avec une décision plus finale qui en sorte par rapport à ça. Dans la nouvelle de cette section-là, puis c'est essentiellement un rappel à quel point les automobiles captent énormément d'informations. Plus l'auto est récente, plus elle capte d'informations. Il y a des caméras, il y a des GPS, il y a des senseurs. Et toutes ces informations-là sont envoyées, notamment aux fabricants, aux assureurs et à des tiers parties, data brokers qu'on va être tantôt. Donc, tout le monde peut savoir où vous êtes en tout moment parce que votre auto sait comment vous êtes et comment vous vous déplacez. Donc, c'est un peu troublant, ce genre de choses-là. Je suis content d'avoir encore un vieux bazou qui a peu de technologie à l'intérieur de celui-ci, en tout cas pas à ce niveau-là. Pas encore. Et malheureusement, je vais devoir me soumettre à ce changement-là dans les prochains mois, années. Mon vieux bazou tire vers une fin de vie. Et au coût de l'essence à l'heure actuelle, le vieux bazou, il commence à coûter cher à faire rouler. Donc, c'est des réflexions à avoir par rapport à ça. Section suivante sur la loi. La Cour d'appel du 9e circuit aux États-Unis remet en question de l'immunité qui est à la section 230. C'est intéressant que les questions se posent. J'ai hâte de voir ce que ça va faire, mais ça a des conséquences parce que le 230 protège les transporteurs de conséquences de ce qui est inventé. Mais là, il y a eu des questions qui se sont posées. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, allez là-dessus pour les creuser davantage. Le FBI explique à quel point c'est facile de retrouver des personnes qui font des fausses vidéos, notamment de pornographie. C'est un peu en lien avec la loi qui vient de passer aux États-Unis, sponsorisée par Melania Trump, qui justement donne des leviers légaux pour être capable d'avoir des interventions. Comme les gens sont un peu cons, ils sont pognés assez facilement. L'article explique toutes les métadonnées qui permettent de remonter assez facilement vers la personne qui a produit ça. Ce qui est une bonne chose par ailleurs. Puis la loi, elle est très légitime. Protégée. Il ne faut pas justement laisser
ce genre d'univers-là prendre forme. Et justement, tout ce qui était l'univers un peu avec X et Grok, qui laisse un peu cette espèce de pornographie-là un peu trop grand. Donc, d'avoir des moyens légaux de l'autre côté pour venir rebalancer, c'est essentiel. Euh, essentiellement. L'Allemagne considère de passer une loi pour forcer les médias sociaux de favoriser les algorithmes, favoriser la publication de médias, de nouvelles décidées par l'État, en tout cas, bref, une espèce de censure positive, ou en tout cas, une genre de publicité, pas publicité. Les enfants ne veulent pas payer de publicité, mais ils veulent que les nouvelles de l'État soient mises en avant ou soient un boost dans les algorithmes. Donc, c'est un peu particulier. Une zone dangereuse, globalement, de jouer là-dedans, de se donner une priorité. Au-delà des messages d'urgence, comme ce qu'on a au Québec avec les alertes Amber, par exemple, qui permettent de signaler un enfant qui a été enlevé ou, ou s'est enfui. Donc, ça, on a vraiment un élément important de vie humaine associé. Dans ce cas-ci, c'est moins comme ça, c'est plus des nouvelles. Bref, je me pose beaucoup de questions, puis l'appétit du législateur de vouloir se mettre les mains partout, de vouloir tout contrôler, ça commence à être un peu achalant, sont de plus en plus invasés dans les technologies. Et les technologies permettent ce degré d'invasion-là, donc ça vient assouvir des appétits qui sont, à mon avis, malsains, dans lesquels on a, je pense, peu vivre dans nos sociétés sans se contrôler à ce point-là. Donc, bref, c'est d'avoir des réflexions qui, je crois, sont importantes et justement de faire valoir par vos représentants légitimes. Justement, Deutsch, vraiment, mon cerveau n'est pas capable de traduire, a arrêté ou démantelé une partie d'un réseau d'échanges frauduleux, mais en même temps, l'effet de ces réseaux-là est très difficile à limiter. Donc, même si on réussit à faire un bon coup de filet et d'arrêter, le réseau s'est reconfiguré pour être capable de continuer à opérer malgré. Le réseau russe, dans l'occurrence. Donc, c'est intéressant. Là, puis je lève mon chapeau à l'effort qui est fait euh, par ce pays-là pour limiter et vouloir endiguer le problème. Je pense que ça va devoir demander des efforts plus coordonné et plus vaste que juste cet effort-là pour arriver à éteindre ça et mettre des incitatifs pour s'assurer qu'on s'en débarrasse. La dernière nouvelle de cette section-là, C22. On avait parlé la semaine dernière, j'en reparle là, à quel point c'est un problème. Il y a beaucoup de mobilisation qui se fait contre cette loi-là. L'article mis dans les show notes lui parle plus du fait que le processus consultatif a été essentiellement escamoté ou inadéquat pour une loi qui a des conséquences comme celle-là, dans laquelle elle aurait tout intérêt à être bien balancée pour réussir à atteindre l'objectif, c'est-à-dire de réussir à avoir une meilleure efficacité des forces de police pour intercepter des crimes légitimes. Parce que c'est un crime qui est, selon les règles établies, est un crime, là, qui n'est pas un crime fictif. Mais en même temps, de ne pas aller vers d'une invasion très, très importante dans la vie privée. Fait qu'on est dans un contexte comme celui-là, dans lequel c'est problématique. Si vous devez parler à votre député justement pour faire valoir ça, il y a plein de ressources sur la place publique justement pour dénoncer cette invasion-là qui est un peu démesurée par rapport à ce qui est recherché. C'était comme la même chose comme chat control en Europe. Il y a des limites ou des lignes rouges qui ne doivent pas être dépassées par l'exécutif, donc et légitimées par le législatif pour permettre de donner une fouille très, très profonde. On n'est pas très loin de ce qui se passe aux États-Unis. On n'est pas très loin de ce qui se passe dans certains régimes autoritaires. Donc, c'est très étrange qu'on voit apparaître ça au Canada. Et l'article relate beaucoup le cafouillage qu'il y a par rapport aux élus qui supportent cette loi-là. Une méconnaissance du fonctionnement de la loi, d'ailleurs aussi de ces élus-là, et des conséquences et des dommages collatéraux ou des effets inattendus. Il y a beaucoup de ça dans ce genre de loi-là. Il y a beaucoup d'effets inattendus qu'on ne peut pas prévoir maintenant. Donc, je pense que ce serait mieux de miser vers la prudence que de miser vers quelque chose de trop vaste, un peu comme ils veulent faire dans l'occurrence. Fait que ça, c'est une des choses que je ne suis pas très favorable par rapport au gouvernement en place. Pour le restant, en général, je suis assez
d'accord, mais dans ce cas-ci, c'est complètement ça, c'est beaucoup trop loin. Section rouge, tout ce qui est autour de Yellow Key, Green Plasma et ainsi de suite, Blue Hammer. Clairement, la personne est dans les couleurs. Euh, il y a eu un peu il y a eu une crise cette semaine essentiellement sur le fait que Microsoft a publié un article de blog très disons, menaçant, mention comme ça, sur le fait qu'il allait avoir des conséquences, le fait que il y avoir peut-être des actions en justice faites sur la personne qu'elle avait divulguée. Et en même temps, c'est Kevin Beaumont souligne le fait que le Nightmare Eclipse, ça prend un ancien employé de Microsoft. Donc, bref, il y a beaucoup de choses dans cette histoire-là qui restent obscures, très, très, très obscures à bien des égards, très particuliers en quelque sorte, là, si on veut le regarder comme ça. J'avais déjà mentionné qu'on risque de voir une augmentation de ce qu'on voyait avant, c'est-à-dire des divulgations non coordonnées ou des une écoute beaucoup moins grande des grandes corporations, en l'occurrence. Donc, c'est un cas particulier, c'est un exemple très, très puissant de ce côté-là, qu'on s'en va vers ce monde-là. Le AI va nous placer dans des circonstances où il n'y aura plus de temps de divulgation responsable. Et ce qui est intéressant, puis là, ça ramène des vieux souvenirs. Les vétérans de Love Industries sont réapparus justement mentionnés parce que c'est eux les architectes de ce qu'on appelle maintenant la divulgation responsable. Cette façon-là d'arriver à divulguer de façon correcte à ce que les grandes compagnies améliorent leur code et que les personnes le mettent en divulguant de façon, de façon responsable, de mettre personne en péril. Donc, cet élément-là est important, puis le texte est très, très pertinent et ça nous ramène aussi dans l'actuel, où on en est et qu'est-ce que c'est et d'où ça vient, ces frameworks-là qui ont été élaborés il y a longtemps, où il y a eu des chicanes majeures, où le DEFCON a été un endroit où ces conversations-là très émotives ont eu lieu. Donc, de nous ramener dans ça, donc c'est un peu un retour en arrière pour bien des raisons par les agissements de Microsoft en l'occurrence, par les agissements de la personne qui a divulgué, par tout ce bruit, nous fait reculer énormément sur ce qui était prévisible, dont notamment le cycle de patch que Microsoft a mis en place qui amenait de la prévisibilité sur la façon de corriger, qui amenait les entreprises à corriger à un moment opportun, donc de changer les rituels, de mettre ces rituels-là en place. Il ne faut pas les perdre au passage, on a eu d'énormes gains. Microsoft a contribué d'ailleurs à ces énormes gains-là qu'on a eu dans les 10, 15, 20 dernières années, comme il faut. Cette amélioration-là, il ne faudrait pas qu'on brise tout juste sur une petite tension qui, en toute apparence, sous-tend des choses qu'on ne connaît pas dans la face publique. Donc, j'espère que ça va se régler de façon beaucoup plus sereine que ça soit présentement parce qu'on va tous perdre dans ce contexte-ci. Si les compagnies commencent à poursuivre les chercheurs ne divulguent plus comme c'est là, les chercheurs vont l'utiliser pour faire du chantage sur les compagnies ou vont le vendre littéralement dans le marché noir. Fait que je pense qu'on perd beaucoup dans cet univers-là en allant dans cette direction-là. Donc, c'est pas. Puis, je pense à toute ma job. Là. Ce que j'ai à faire aussi, là, c'est le travail que ça va amener. Ça va être insane. Fait que c'est pas très positif si on s'en va dans cette direction-là. Bref. Fin de Yellow Machine, les choses de couleur. Les autres nouvelles, Motorola, les téléphones Motorola injectent des codes de référencement dans l'application Amazon qui est built-in. C'est une drôle de chose, peut-être c'est une erreur, mais c'est une drôle de chose. Fait que c'est très difficile d'avoir une confiance entre ces grandes corporations-là, d'avoir nos interaction. Dans ce cas-ci, ils veulent se ramasser des liens affiliates injectés en cachette. Charlotte et Team PCP, est-ce qu'ils sont chanceux ou sont bons? C'est un peu une conversation que j'avais eue avec François Proulx quand on avait parlé de plusieurs éléments associés à la chaîne d'approvisionnement. Il y a des acteurs très connaissants dans le milieu et ils ont aussi certains coups de chance. C'est un peu des deux. L'article est intéressant, mais c'est un peu pour ce que j'avais parlé avec François notamment, donnait cette impression-là qu'il y avait un ou deux personnes très, très habiles et qui sont peut-être même pas dans le groupe lui-même, mais qui sont même des collaborateurs externes au groupe. C'est tout ça. Mais encore là, c'est des spéculations. François n'avait pas su l'information au moment où on en avait parlé.
mais c'est pas mon domaine, donc prenez ça avec un grain de sel. Euh, les attaquants utilisent de plus en plus Teams pour passer des appels de type IT Helpdesk. C'est courant, je le mentionne parce que ça fait partie des attaques qu'on voit à l'heure actuelle. Donc, d'être prudent, soit configurer correctement votre tenant Teams, allez consulter un expert qui s'y connaît et faire prendre les bonnes décisions, notamment de tout fermer à l'extérieur, sauf accepter ce qui est nécessaire et préparer vos équipes à ce genre de situation-là, mais il manque pas d'imagination des méchants. Bref, poursuite sur 23andMe sur la brèche 2023. Essentiellement, c'est le procureur trouvé dans son enquête que 23andMe a été vraiment négligent au niveau des mesures de sécurité. Ce n'est pas les utilisateurs qui se sont mis dans le pétrin, mais c'est vraiment l'absence de mesures de sécurité adéquates du côté de la compagnie qui était donc, c'est important qu'on poursuive les compagnies justement surtout quand ils viennent compter sur l'espace public des choses qui ne sont pas vraies pour masquer leur ineptie. Donc, c'est très important. Puis au niveau américain, cette structure-là est très importante. C'est de cette façon-là que le système se régule. Donc, c'est très important de l'invoquer et de le mettre à terme pour justement que le marché agisse et se corrige correctement de cette façon-là. Dans la nouvelle section-là, Frost, c'est essentiellement une façon de détecter les sites web ou les applications que vous utilisez avec votre SSD. C'est une approche très compliquée, mais c'est des choses de bruit, là, les fuites de côté. C'est très intéressant, c'est de la recherche, mais c'est très intéressant de voir à quel point on est capable de déduire beaucoup de choses à partir de signaux autour et donc toute l'importance que les métadonnées et la fuite de données, ou les données qu'on donne autour sont très précieuses parce qu'elles peuvent déduire un certain nombre de choses très importantes sur nous. Section bleue, augmentation des règles de HIPAA, c'est très intéressant parce que ça les amène un peu. En 2026, en termes d'avancée de sécurité, c'est très important. Ça s'applique seulement aux États-Unis, mais c'est quand même, ça l'amène un peu d'ensemble sur l'ensemble. Ça l'amène un peu de sécurité sur l'ensemble du système parce que tout le monde va mettre en place des mesures qui sont conséquentes. Apple rend open source son algo de cryption à restant quantum. Apple aussi ajoute une détection de vol de téléphone. Donc, le téléphone détecte qu'il se fait voler par tous les senseurs qu'on a. Bref, puis il vient le verrouiller, donc de rendre ça encore de moins en moins intéressant pour les voleurs. Donc, en réduisant la valeur, ils ne sont plus volés. Donc, ça réduit ou ça empêche, ça augmente la sécurité des gens. Justement, quand on se fait voler, ben, si j'avais une activité soit qui est vécue personnellement pas très bien, puis soit les voleurs ne sont pas toujours nécessairement courtois, donc peuvent vous laisser au passage ou vous menacer. Donc, ça réduit toute cette quantité de problèmes connexes. Un ROS va protéger Linux contre le AI, selon un des contributeurs. De fait, le changement de langage nous protège davantage. Je trouve ça audacieux de faire cet énoncé-là, puisqu'il y aura toujours des erreurs de logique malgré tout. Mais ça protège contre la plupart des familles de bugs qui sont très courants dans l'univers du C. Red Hat, IBM promettent 5 milliards de dollars pour sécuriser tout l'open source. C'est une très bonne nouvelle, une recontribution intéressante qui permet justement d'augmenter dans un contexte où on arrive avec Glasswind, Mythos, tout ça, qui viennent mettre à mal un peu la qualité de la sécurité de l'open source, d'avoir de l'autre côté des compagnies sérieuses qui mettent de l'argent sérieux pour augmenter ça. On ne peut qu'être très heureux en espérant que cet argent-là utilise vraiment à atterrir et de faire correctement augmenter la qualité générale de la sécurité qu'on a dans nos applications open source et qui sont partout. La sécurité. J'ai-tu oublié une nouvelle, voilà? Ouais, j'ai sûrement oublié une nouvelle de IA, je pensais à ça. J'ai-tu sauté par-dessus une nouvelle? Oui, j'ai sauté par-dessus une nouvelle sur le fait de l'argent. Je m'excuse. Je me rends compte parce que j'avais une nouvelle qui me le rappelle. Je vais terminer une nouvelle, tourner sur la nouvelle IA, puis je vais aller dans les actions. C'est un papier de recherche qui permet de déléguer de façon sécuritaire les privilèges, de façon chiffrée, de façon chiffrée signée, ainsi de suite. Donc, d'être capable d'éviter des changements de privilèges à la volée ou d'autres éléments comme ça. Donc,
très intéressant ce papier de recherche-là. Je reviens sur ma nouvelle de IA que j'ai escamoté, tantôt j'ai passé par-dessus. Euh, c'est par les agents IA, puis je la trouve importante, puis c'est pour ça que je reviens quand même à la fin. Euh, Ça dit essentiellement que les agents IA ne sont pas le problème, c'est les sécurités qui sont associées à la façon dont on les déploie. C'est un peu ce que je dis depuis le début, c'est pas les agents le problème, c'est la façon dont on les utilise qui est le problème parce que on a des a priori qui sont incompatibles avec les agents, donc il faut avoir changer nos a priori, changer notre structure de système, changer nos guardrails, changer notre système de contrôle, justement délégation des privilèges aussi. Toute cette structure-là devrait évoluer avec comment les agents fonctionnent et qu'on puisse les encadrer correctement pour en tirer le vrai bénéfice, mais c'est un peu dans le même genre. L'article est très intéressant sans ça, vous irez le voir pour aller un peu plus loin. Mais bref, regarde comme ça. Dans la section divers et insolites, euh, Monsieur Farage au UK a dit que son téléphone a été hacké par les Russes. Les experts mentionnent que c'est pas tout à fait exact. C'est à l'air d'être plus du sensationnalisme politique que des éléments réels. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'est pas, mais à un moment donné, la façon que c'est mentionné laisse plus présager à du sensationnalisme qu'à du réel. C'est pas sans rappeler qu'au Québec, on a eu cet énoncé-là qui s'est fait par des personnes de la classe politique qui pensaient qu'être surveillé par certaines agences, faut, la logique ne nous amène pas là puisque l'énergie pour surveiller parfois est trop grande et les bénéfices sont pas là. Donc, il faut vraiment voir comment ça fonctionne. Et bref, dans ce cas-ci, comme le cas de Jeff Farage, c'est peu probable. Le cas qu'on a eu au Québec aussi est peu probable qu'il y ait des structures qui soient mises en place pour ça. Donc, ça ressemble plus à un stunt politique qu'un élément réel. Et c'est dangereux de faire des stunts politiques comme ça, comme dans bien d'autres domaines. Quand on crée au loup, on désensibilise les gens et quand ça va arriver pour de vrai, bon, on va dire, ah non, c'est inexact. Il faut être très, très prudent dans cette zone-là. Et on le vit beaucoup en cyber avec le fait qu'on a beaucoup crié au loup dans les 10-15 dernières années, que les gens écoutent de moins en moins ce qu'on dit. Donc, il faut être très, très prudent de ce côté-là. Puis, bref, ça, défaire ce qu'on a fait. Une nouvelle cocasse sur le fait qu'il faut pas mettre à jour les dépendances en termes de supply chain en 2026. Et étant donné que toutes les attaques qu'on a eues depuis le début de l'année sont liées avec le supply chain, donc la mécanisation de mise à jour des dépendances des applications vient introduire du problème. Donc, dans ce cas-ci, il y a des cooldowns. Il y a eu des stratégies qui sont utilisées par certaines compagnies d'avoir 1, 2, 3 semaines de cooldown, donc d'attendre avant de mettre à jour plusieurs stratégies. Mais bref, ça nous ramène sur le fait que la mécanisation elle a des problèmes. Il existe des outils qui vont scanner. J'avais parlé avec Nicolas Bédard, certains scans qui permettent justement d'intercepter ça. Donc, est-ce qu'on va mettre des outils pour balayer notre automatisation? Donc, on est comme dans un contexte où on est en train d'amplifier la machine, de la complexifier. Et je ne suis pas sûr qu'on a tant de gains que ça dans l'univers, mais bref, il y aura des réflexions à avoir de ce côté-là. Et dernière nouvelle qui est très cocasse d'ailleurs, un développeur de malware a oublié son token GitHub dans son code. Ils ne sont pas exempts de ce contexte-ci, là, dans le code qui nous occupe. Ce développeur-là est clairement utilisé du vibe coding pour arriver à développer son application. Donc, il a fait les erreurs de n'importe quel vibe coding qui existe. Bref, ça termine les nouvelles pour cette semaine. Je suis en train de reprendre un peu mon rythme correct. C'est en train de suivre la vitesse d'édition plus standard là, pour que je suis en train de reprendre vie. Puis je pense que tout dépendant des résultats de ces tests, ça va me donner une capacité d'enregistrer en déplacement de façon beaucoup en mettant la qualité, mais en n'ayant pas à trimballer mon gros sac. Bref, je vous remercie énormément de votre écoute. C'est très apprécié. C'est très apprécié aussi les commentaires que je reçois. Ça me guide aussi sur où je dois mettre mes énergies. Donc, merci énormément et à la semaine prochaine.